Bonjour Rodolphe Carte. Bonjour Martial. Vous êtes journaliste à Éléments, contributeur à Front Populaire, auteur d'un Georges Sorel, le révolutionnaire conservateur. Vous étiez venu d'ailleurs en parler dans une des émissions de TV Liberté, le plus d'Éléments. Et vous publiez aujourd'hui un deuxième ouvrage d'actualité, Feu sur la droite nationale, réponse à Daniel Conversano et aux identitaires. On gardera cette notion de réponse aux identitaires. Un ouvrage pour crever un abcès qui gonfle entre deux camps, le camp souverainiste d'un côté et le camp identitaire de l'autre. Ma première question, Rodolphe Carte, c'est eu égard à la situation politique, économique, culturelle de notre pays, cet abcès, est-ce qu'il n'est pas malvenu? Est-ce que c'est le moins que l'on puisse dire? On pourrait faire autre chose que de se battre. Oui, ça c'est. Je vous donne bien sûr raison sur ce point-là. Il n'empêche, on voit bien que sur un certain nombre de questions, notamment géopolitiques, des questions aussi sociales, des questions sur la destinée du pays, ou en tout cas comment s'en sortir justement de cette situation assez terrible, assez inextricable pour notre génération, il n'empêche que si on revient quand même sur ces questions, notamment avec cette opposition entre identitaire et souverainiste, on voit bien qu'il y a souvent quand même des divergences sur les points. Par exemple, sur la question géopolitique, on voit bien que les souverainistes et les identitaires ont souvent eu des positions différentes, notamment sur le conflit russo-ukrainien ou même aujourd'hui sur le conflit israélo-palestinien. À l'époque, sur le conflit russo-ukrainien, j'avais sorti un article pour dénoncer le retour des néoconservateurs en Europe, mais notamment en France. Je m'étais fait tomber dessus par toute une frange des identitaires, aujourd'hui qu'on pourrait peut-être scinder avec cette droite occidentaliste qui m'était tombée dessus, parce qu'eux étaient plutôt du côté ukrainien, alors que moi je suis absolument pas pro-russe, moi je suis pour les intérêts français, et je pense encore même qu'on avait tout intérêt à maintenir un dialogue avec la Russie. Et aujourd'hui, bis repetita, avec le conflit israélo-palestinien, j'ai commis un article pour le site Éléments en prônant le non-alignement dans une perspective gaullienne d'indépendance de la France, mais même aussi européenne, si je puis dire. Et là aussi, une fois de plus, on m'a encore tombé dessus en disant que je tombais dans le tiers-mondisme. Alors, absolument pas. Que je tombais dans le pro-palestinisme, absolument pas non plus. Mais là encore, j'ai essayé de défendre ce qui, à mon avis, est le plus important, c'est les intérêts français. Avant même de me positionner sur le débat souverainisme et identité, moi, je dois dire que je me présente toujours comme un nationaliste français. Je me présente pas comme quelqu'un de gauche ou de droite, je me présente comme nationaliste français. Pour moi, c'est fondamental parce que sur toutes ces questions, à chaque fois, j'essaie de déterminer ce qui est le meilleur pour mon peuple, ce qui est le meilleur pour mon pays et ce qui est le meilleur pour les futures générations. Donc on voit bien que oui, évidemment, c'est peut-être un sujet aujourd'hui ou un débat qui est interne au camp national et qui est peut-être un débat de niche. Il n'empêche, je pense que cette question avait besoin d'être posée sur la table, entre guillemets, justement, voilà, des débats et des controverses. Surtout quand on aime la polémique. Exactement. Oui, vous n'hésitez pas, parce que vous dites la différence entre les souverainistes et les identitaires et le refus des premiers de faire de la question ethno-raciale l'alpha et l'oméga de l'analyse de l'action politique. Malgré tout, vous vous réjouissez, quelques pages après, du renouveau identitaire de la jeunesse. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à vous suivre, c'est peut-être en raison de l'âge, non? Alors là, pas du tout. Justement, comme vous le dites, dès la première page, je rends honneur, entre guillemets, à ce réveil identitaire au sein de ma génération. C'est quelque chose que je suis prêt, mais moi, je pense en faire partie. Et moi, par exemple, on a vu les révoltes à Romans-sur-Isère, même ces personnes qui se sont fait attraper par la police lorsqu'elles collaient des affiches. Et moi, je suis absolument de leur côté. Je les supporte, ces gens. Et pour mon premier livre, j'avais fait toute une série de conférences dans des partis comme le RNJ, mais aussi dans des syndicats étudiants comme à la Cocarde, ou même dans des groupes militants comme l'Action française, comme un groupe, là je vais y aller prochainement à Nice, ou encore même à Aurora en Lorraine. Et c'est vrai que moi, tous ces groupes militants et identitaires, je les supporte. Ce sont les miens, ils se défendent, ils ont une cause juste qui est la défense du peuple français, du peuple de souche ethniquement. C'est quelque chose que je récuse absolument pas. Vous avez bien dû le voir dans mon livre. Aujourd'hui, je pousse même les souverainistes à s'emparer de cette question de l'identité, à s'engager dans cette question de la défense de l'ethnie française. Et là aussi, c'est peut-être un malentendu que j'aimerais dissiper dès le départ, c'est que quand je dis par exemple que la souveraineté passe avant l'identité, c'est bien dans une perspective de protection du peuple historique et du peuple souche français. C'est justement pour avoir, à mon avis, cette meilleure protection de la majorité, ou entre guillemets qu'on se maintienne le plus longtemps
longtemps majoritaire sur la terre française en tant que peuple d'origine européenne, et ben justement, il faut qu'on ait les mains sur les leviers du politico-économique. Et là, c'est une perspective souverainiste. Donc oui, je suis souverainiste, mais j'ai absolument pas envie que mon pays soit un pays souverain, mais avec une population majoritairement africaine, maghrébine ou subsaharienne. Et vous faites preuve d'une grande politesse, parce que vous dites la souveraineté, c'est la maturité de l'identité. L'identité est un prurit adolescent. Oui, bon, ça c'est Ça fait plaisir à Maurras. Évidemment, c'est une proposition un peu provocatrice. Ça, c'est tout à fait. Mais là aussi, ça arrange les choses. Dites-moi, Rodolphe Carte, vous me dites, mais voilà, moi j'essaie d'apaiser les choses avec ces phrases-là. Est-ce qu'on apaise les choses? Non, mais disons que c'est un prurit adolescent. Oui, mais disons que là, c'est le réponse du berger à la bergère. Moi, par exemple, quand les identitaires vont caricaturer la position souverainiste, ils se basent souvent sur la position d'Asselineau. Vous vous souvenez de son fameux tweet: les Français ont plus à voir avec le monde de la francophonie africaine qu'avec les Lettons. Moi, justement, j'oppose un discours contraire. Absolument pas. Moi, par exemple, je suis ouvert pour avoir des relations plus étroites avec nos voisins européens et même avec l'Allemagne. Là, par exemple, je sais que c'est une question qui peut faire un peu, ou en tout cas qui pose certains remous dans le camp souverainiste, mais moi absolument pas. Le peuple allemand aujourd'hui subit les mêmes malversations de la part de son élite que la nôtre, si vous voulez. Et moi je me sens une convergence de destin avec aussi les autres peuples et les autres nations européennes. Il n'empêche, je pense justement que les questions qui sont vraiment intéressantes, et si on veut vraiment entrer dans le dur du sujet, on est obligé d'entreprendre ces questions juridiques, d'entreprendre ces questions économiques, d'entreprendre ces questions de souveraineté alimentaire, de souveraineté militaire ou géopolitique. Et là, justement, on peut plus se permettre d'être seulement dans l'identitaire, dans les bonnes déclarations avec des auteurs à aphorismes que j'aime beaucoup et que je relis avec plaisir, comme Drieux-La Rochelle, Evola, ou même Nietzsche, par exemple, mais qu'il faut aussi les dépasser. Et c'est là où on rentre dans le sujet un peu qui fait un peu débat, justement, c'est que les questions économiques, elles sont fondamentales. Mais avant les questions économiques, je suis désolé de revenir encore sur cela, parce qu'au fur et à mesure du livre, vous faites des identitaires à partir d'un cas aussi, que vous citez. Vous faites de ce cas-là un cas général pour tous les identitaires. Vous dites, finalement, ce sont tous des ethno-racialistes. Puis, à la fin de l'ouvrage, il n'y a plus ethno-racialistes, ce sont des racialistes. Vous savez qu'en disant cela, vous les condamnez, il y a des lois. Oui, après, c'est quand même l'adjectif sous lequel ils aiment aussi se nommer. Donc là aussi, j'ai repris justement comment ils se nommaient. Mais là, j'accepte aussi le retour de bâton sur cette question, mais c'est peut-être à eux aussi de mieux se déterminer. Par exemple, si vous prenez un racialiste et un identitaire européen, il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles ils sont opposés. Par exemple, un identitaire européen, moi je fais partie de l'équipe de la Nouvelle Droite, et les identitaires européens sont pour une Europe puissance, pour une Europe des sans-patrie, pour un enracinement, et là on peut avoir des sujets de convergence, si je puis dire. Mais par contre, si vous prenez quelqu'un qui se revendique de la droite occidentaliste, il est pour un arc civilisationnel englobant les États-Unis, l'Australie et même Israël. Et là je pense qu'il y a des divergences, par exemple, peut-être des divergences générationnelles, mais aussi des divergences de fond. Donc moi je dis justement à nos amis identitaires européens, aussi de se scinder de cette droite occidentaliste, parce que justement ils n'ont pas des accords. Et par exemple, moi qui produit aussi des articles et qui fait partie de l'équipe de l'AND, je sais qu'on a le tropisme antilibéral. Et là, par exemple, c'est encore une différence avec la droite occidentaliste, qui est vraiment une droite prométhéenne, qui est une droite qui va se revendiquer d'un certain libéralisme. Et moi, justement, là, peut-être que j'ai plus d'incointance avec la ND, alors que la nouvelle droite aura plus de divergence avec la droite occidentaliste. La recherche de convergence, c'est un terme qui n'est pas propre à la droite nationale. Vous dites un souverainiste ne méprise pas la question identitaire, donc c'est ce que vous venez de réitérer devant nous, il la considère comme secondaire par rapport à celle de la souveraineté de laquelle elle découle. Et je me suis dit, mais l'inverse est vrai. Un militant identitaire, une personnalité qui est attachée à l'identité vous dira que la souveraineté, elle est secondaire dès lors que le peuple a été changé, grand remplacé. Vous voyez qu'il y a une belle question de rationalisme. Bien sûr, mais comme je vous l'ai dit au début de notre Comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, moi je suis pas pour une France souveraine composée majoritairement d'extra-européens. Pour moi, et j'ai aucun problème à me revendiquer de cela. Pour moi, c'est une base. Évidemment que l'identité est le socle. Mais justement, pour protéger ce socle, c'est fondamental. Mais vous me dites que ce n'est pas la priorité. Oui, mais attendez. Pardonnez-moi, mais quelle est la priorité? Si vous terminez identitaire en disant qu'il y a une dose de souverainiste, on va se quitter bons amis. Mais si vous dites que vous êtes souverainiste, c'est une bande identitaire et un peu d'identité, on sera aussi bons amis, mais ce n'est pas la même chose. Mais bien sûr, mais si vous voulez, on peut dire que le socle de l'identité est fondamental, et là on est d'accord. Mais si vous voulez, on peut avoir un destin en Europe. C'est plus un prurit d'adolescent. Oui, mais je sais, mais on peut avoir un destin en Europe, comme ont pu l'avoir, par exemple, les Indiens
aux États-Unis, ou même les aborigènes en Australie. Et là, on sera entre nous, dans des petites communautés resserrées, mais on n'aura plus le pouvoir et on sera sous domination et enseveli, pardonnez-moi cette expression, sous la masse d'extra-européens. Moi, c'est ce que je veux pas non plus. Évidemment que il y a une dialectique entre la souveraineté et l'identité et le souverainisme. Et justement, moi, ce souverainisme, je veux qu'on s'en empare parce que c'est ce qui permettrait, à mon avis, peut-être qu'on peut m'opposer des arguments contraires, de protéger au mieux l'argument, justement, de l'identité et de la démographie. Dans mon livre, vous avez dû vous en rendre compte. Je répète je reviens souvent à mon avis, sur cette base. Il faut défendre aujourd'hui le peuple historique français, blanc et de souche européenne. Je n'ai aucun problème à me revendiquer de cela. Mais par contre, ça m'empêche pas de penser les questions aussi économiques, historiques ou même sociales. On va y venir parce que c'est une partie importante et très importante de votre livre. Une dernière question quand même. Est-ce que vous n'avez pas en définitive une conception peut-être erronée de ce qu'est l'identité, de ce qu'est sa définition? Parce que vous parlez d'appartenance à une race quand j'entends souvent l'appartenance à une nation telle que définie par Barrès. Bien sûr, mais je me revendique de Barrès. Nationaliste français. Oui, évidemment. Mais comme vous l'avez bien dit, c'est un chapitre qui est consacré dans mon livre, j'oppose la notion, c'est un néologisme, d'enracialement à celui d'enracinement. L'enracinement, c'est vivre sur la terre de ses devanciers, sur la terre de ses ancêtres. L'enracialement, c'est vivre avec des semblables. Or, on peut vivre avec des semblables aux États-Unis ou en Australie. Sauf que moi, j'ai pas envie de vivre en Australie ni aux États-Unis. J'ai envie de vivre aujourd'hui en France, sur la terre de mes ancêtres. C'est un exemple sur lequel je reviens souvent. Mais quand je rentre chez moi en Haute-Savoie, d'où je suis originaire, j'arrive dans mon village, village de moins de 1000 habitants. J'arrive à l'église sur la droite où j'ai été baptisé, l'église où mes parents sont mariés, où mes grands-parents ont été enterrés, où on a célébré la messe de leur mort. Ensuite, je vois le monument aux morts. Mon livre est dédicacé à mon arrière-grand-père Jean Carr, mort à Verdun en 1916. Ensuite, il y a la salle communale sur la gauche. Là, pareil, ça me met tout de suite dans un espace organique, communautaire. Et vous voyez, ça pour moi, c'est fondamental. Et moi, j'ai pas envie de vivre demain dans une communauté ethniquement homogène en Australie ou en Afrique du Sud. C'est pas mon désir. J'ai envie de vivre avec des semblables ethniquement sur mon territoire, qui est celui de mes devanciers. À mon avis, c'est une divergence qui est fondamentale. Au jeu de cette différence, je note finalement qu'en matière d'immigration, si vous me suivez, les identitaires pointent du doigt les populations et immigrées générales, la masse, bien évidemment, pas les individus. Les souverainistes dénoncent la classe dirigeante française, en l'occurrence pour nous, qui est à l'origine de l'état de notre pays. C'est ça, en fait, votre idée, c'est s'en tenir plus aux causes qu'aux effets. Bien sûr, là, faut être radical. Et qu'est-ce que la radicalité si ce n'est s'en prendre à la racine? Là, on le voit, toutes les semaines, on a des déclarations de restaurateurs disant que sans les immigrés, sans les sans-papiers, ils pourraient pas faire tourner le restaurant. Pour moi, c'est fondamental. Et même, vous savez, sur la question de l'enracinement sur laquelle on est revenu juste auparavant, j'avais commis aussi un article pour la revue Éléments sur l'exode des urbains parisiens au moment du Covid sur la côte du Finistère en Bretagne. Et vous savez, quand l'exode des urbains sur la côte du Finistère, on recréait un espèce de mur de l'Atlantique. C'est comme ça que l'a dénommé Christophe Guilluy. Et justement, on voit bien que là, il y a un aspect social des choses parce que les gens ont acheté des résidences secondaires, on fait monter le prix de l'immobilier et les jeunes de souche du coin pouvaient plus se loger sur la terre de leurs ancêtres. Et là, on voit vraiment bien que un souverainiste, il joue vraiment sur ces deux pieds. Il y a d'un côté l'identité, il y a aussi le côté social. Et moi, j'ai souvent tendance à dire que tout ce qui est social est national et tout ce qui est national est social. Et aujourd'hui, moi, par exemple, quand je vois le meurtre de Thomas par la racaille ethnique, évidemment que ça me met hors de moi. Mais ça me met tout autant hors de moi quand je vois les manifestations et les soulèvements agricoles qu'on peut connaître en ce moment dans le sud de la France. Pour moi, les deux sont vraiment consubstantiels. C'est vraiment cette alliance du national et du social qui, à mon avis, constituera demain les deux bases pour un vrai combat de contestation et de radicalité nationaliste contre le système et contre le gouvernement anti-français. Voilà, mais c'est là où on a du mal à ce que le nationaliste français se transforme en un véritable adversaire de la bourgeoisie, mais de la bourgeoisie dans son ensemble. Et là, la radicalité ne permet pas de justifier une bourgeoisie économique, une bourgeoisie libérale, une bourgeoisie conservatrice, une bourgeoisie traditionnelle, une bourgeoisie dans son comportement. Là, tout est acheté. Bien sûr. Mais moi, tout est acheté. Pour le coup, moi, je vais vous dire, aujourd'hui, bourgeoisie nationale est un oxymore.
Alors vous allez me dire, oui, mais on va trouver des individus, très bien, mais moi là je vois des logiques plutôt. On va répondre à mes questions maintenant. Bien sûr. Moi je reprendrais à mon compte une notion plutôt marxiste qui était celle de bourgeoisie comprador. À l'époque justement des mouvements de révolution ou de révolte populaire et nationale qu'on a pu connaître par exemple en Chine, la Chine voyait très bien qu'il y avait parmi ses élites des gens qui avaient des intérêts qui les sortaient des intérêts nationaux. Et moi je suis le premier à reconnaître les vertus de la bourgeoisie nationale, notamment de la fin du 19e siècle, qui était une bourgeoisie qui avait ses intérêts matériels en France, qui avait ses intérêts dans les industries, qui étaient des capitaines d'industrie admirables, qui se sont sacrifiés autant que le petit peuple au moment de la Première Guerre mondiale. Pour moi, c'était fondamental et je suis le premier à le reconnaître. Aujourd'hui, je constate que par exemple, dans les écoles de l'élite, à l'ENA ou à Sciences Po, aujourd'hui, la cause nationale, elle est effacée. Dans le vote, aujourd'hui, on voit que les ouvriers et les employés vont voter Marine Le Pen et au second tour, les cadres supérieurs vont voter Macron. Alors évidemment, vous allez me parler d'une bourgeoisie nationale plus du fou. Oui, mais aujourd'hui... C'est toujours mes questions, c'est bien. Oui, non, mais c'est comme dans les relations d'amour. En fait, les déclarations, c'est bien, mais aujourd'hui, il faut des preuves. Et aujourd'hui... C'est-à-dire quand les gens qui votent Reconquête, on dit c'est CSP++, on les jette, on les considère comme non, du tout. Non, mais je te pose la question. Bien sûr. Moi, là, par exemple, où c'est peut-être un point sur lequel je me différencie des gauchistes, c'est que nous avons besoin des bourgeois patriotes dans notre camp. Mais c'est à eux de se rallier à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, les intérêts matériels, les intérêts financiers du petit peuple ou des classes populaires, il est dans le maintien de la nation. Aujourd'hui, vous avez toute une partie de la bourgeoisie qui peut très bien se dépasser de la nation. Elle est sur un modèle européen. C'est, si vous voulez, pour faire un petit jeu de mots, c'est des gens qui préféraient acheter des actions de General Motors que ceux d'Alstom. Et aujourd'hui, la trahison, bien évidemment, le peuple populaire, il subit, une pression et une insécurité par la racaille d'en bas, la racaille ethnique, mais aussi il subit une pression par, justement, l'ouverture des frontières, alors que là, c'est des gens comme vous et moi, ce sont des blancs, ce sont de la racaille d'en haut. Donc moi, à mon avis, aujourd'hui, l'ennemi, il est vraiment dans ce conglomérat de la racaille d'en bas et de la racaille d'en haut. Alors revenons sur ces événements politiques, alors finalement de ces derniers mois, parce que selon les identitaires, le bloc macronien, France des métropoles, pro-européen, cadres et retraités, je pense que c'est assez clair, va peu à peu disparaître. C'est ce que laissent entendre les sondages, mais les sondages ne sont que les sondages, pour laisser place à l'affrontement direct entre d'un côté les islamo-gauchistes, dont le porte-parole serait, pour faire simple, Mélenchon, et les nationalistes, dont les porte-paroles, je fais attention, pourraient être Marion Maréchal, Jordan Bardella, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, François Asselineau, Jean Lassalle. Je vais en oublier et me faire des ennemis, comme d'habitude. Mais vous affirmez, vous, de toute façon, que cette lecture, elle n'est pas la bonne. Donc, au moins, c'est simple. Oui, évidemment. Moi, je pense qu'il y a 3 peuples aujourd'hui en France. Il y a un peuple urbain bourgeois, comme vous l'avez à peu près décrit. Il y a un peuple islamiste et banlieusard, comme vous l'avez décrit. Et il y a le peuple populaire patriote. Pourquoi je ne pense pas que la classe boomer entraînera l'effondrement de cette classe urbaine et bourgeoise? Je pense que boomer, c'est un mot générationnel, mais là, ça veut dire quoi, boomer? Oui, non, mais moi, je veux dire, j'ai tout à fait une vision matérialiste, alors peut-être marxiste pour certains. Moi, je fais surtout, comme je vous dis, je me fie surtout à l'importance des intérêts matériels. C'est pour ça que, par exemple, j'ai aucune vision angélique sur le petit peuple. Même si je sais que c'est un reproche qu'on fait souvent aux personnes de l'AND en disant oui, ce sont des lecteurs de Michéa, Nouvelle Droite bien évidemment, ce sont des lecteurs de Michéa, donc de George Orwell, la Common Decency. Moi je dis, ça c'est peut-être très bien sur le papier, mais moi je me fie pas à la vertu des gens, je me fie surtout à leurs intérêts matériels. C'est là que ça détermine vraiment leur logique de vote, ce genre de choses. Et on le voit bien depuis un certain nombre de décennies, que ce soit le tournant de la rigueur de 83, Maastricht, la guerre du Golfe, la fracture sociale de 95, le non au TCE, on voit vraiment qu'il y a vraiment eu une divergence. C'est la fameuse sécession des élites de Christopher Lasch. Et si vous vous souvenez bien, au moment des Gilets jaunes, moi j'étais un gilet jaune, je suis encore un soutien des Gilets jaunes, vous aviez des personnes qui étaient comme blancs encore une fois de plus, comme vous et moi, et qui appelaient justement à tirer contre les Gilets jaunes, alors que les Gilets jaunes, c'était des camarades, entre guillemets, identitaires, si je puis dire. Donc moi, je pense pas aujourd'hui, boomers, on les qualifie comme ça, ce sont les personnes qui ont profité de l'essor industriel, qui ont profité d'une France en croissance, qui ont profité d'une France qui était, épargnée par les problèmes d'insécurité et les problèmes d'affrontement ethnoculturel, mais ça fera absolument pas ça ne balayera pas les divergences d'intérêts matériels qu'on retrouve notamment dans les votes. Alors moi, c'est pour ça que je pense absolument pas qu'on aura une construction et même une opposition de bloc contre bloc. Et même, vous savez, dans mon livre, à la fin, je reprends
la projection de Houellebecq justement sur ce bloc bourgeois et urbain qui ferait un espèce d'accord tacite avec la bourgeoisie immigrée, en se rendant bien compte que la masse est tellement grande qu'ils sont obligés de faire des accords avec eux. Et on le voit, au final, c'est une musique lancinante qui revient de plus en plus. Par exemple, je reprends cet extrait d'Édouard Philippe dans son dernier livre, il n'hésite pas aujourd'hui à parler de concordat. Et même, il y a eu un récent sondage de l'IFOP où ils ont posé la question aux musulmans français en leur disant « Est-ce que vous seriez pour un concordat ?» Donc là, vous voyez, on revient au temps des bureaux arabes de Bugeaud. C'est vraiment des accords entre élites. On va essayer d'acheter la paix sociale de l'islam avec de l'argent. Et moi, je pense que c'est peut-être un tournant ou alors quelque chose de vraiment terrible pour le peuple national et populaire, parce que là, ça serait une alliance de ces deux blocs contre le peuple populaire et national. Donc moi, c'est pour ça que je défends ce peuple-là, ce bloc, et que je me méfie de peut-être de cette alliance qu'on verra malheureusement. Cet ouvrage est édité à la Nouvelle Librairie, aux éditions de la Nouvelle Librairie. Il est en vente, bien évidemment, sur le site tvl.fr, dans la rubrique boutique de tvl.fr. J'ai écouté votre discours passionnant et je me suis dit finalement c'est un homme qui cherche les convergences. Derrière la radicalité qu'il affiche, il cherche les convergences, il cherche les chemins de convergence. Et puis, après, je vous lis. Et je trouve cette phrase-là, les identitaires, racialistes, peuvent bien mettre dehors tous les extra-européens qu'ils voudront. Tant que la France sera dominée par la bourgeoisie, tout finira par la canaille. Pour la convergence, c'est fini là. Je pense justement qu'il y a toute une partie des identitaires qui me rejoindront dans cette provocation, ou en tout cas dans cette attaque contre la bourgeoisie. Là aussi, moi je suis un lecteur de la Nouvelle Droite, je me revendique absolument dans la lignée, par exemple, d'Alain de Benoît, même si on a des questions de divergence, notamment sur le nationalisme européen et le nationalisme français, mais on a retrouvé toute une école de pensée, notamment à droite, qui a toujours été critique de la bourgeoisie. Moi, je lisais dernièrement Bernanos, La grande peur des bien-pensants. Et c'est une attaque en règle contre la bourgeoisie française. Vous n'êtes pas un bourgeois, vous? Ah non, du tout. Et même, vous savez, par exemple, Maurras, le premier Maurras, la première action française était plutôt sur une ligne cocardière, ou en tout cas de la cocarde comme Barrès. Et tous les grands penseurs du nationalisme français dont je me revendique ont souvent été des grands critiques de la bourgeoisie. Donc là, moi, mais ce qui n'empêche pas que moi, je suis pour l'apparition de nouvelles élites. Là où j'ai un ethos de droite, c'est que je suis pour les inégalités, je suis différentialiste, ethno-différentialiste, et je suis pour les hiérarchies sociales. Et moi, je suis pour l'appel d'une nouvelle aristocratie, d'une nouvelle élite. Justement, je sais très bien qu'on restera pas sur un magma horizontal et uniforme. Moi, justement, j'en appelle à des élites venant du peuple. Et même à des élites peut-être qui sont déjà en haut et qui nous rejoindraient dans notre combat et peut-être qui accepteraient de laisser leur confort bourgeois pour rentrer dans la radicalité nationaliste. Quand vous avez écrit Feu sur la droite nationale, est-ce que vous attendiez à ce que ça soit Feu sur Rodolphe Cartes? Et c'est un peu Feu sur Rodolphe Cartes. Oui, est-ce que vous attendiez à ça? C'est le jeu, j'ai envie de dire, j'essaie de le prendre... Est-ce que vous l'avez cherché aussi peut-être? Oui, bien sûr, j'essaie de le prendre aussi avec une certaine philosophie. Vous avez bien remarqué dans mon livre... On dit que vous refusez les débats maintenant avec les identitaires? Non, absolument pas. Je vais ce week-end dans un groupe nationaliste et identitaire dans le sud de la France. J'ai été dans un groupe nationaliste et identitaire en Lorraine. Et demain, si on m'appelle à aller faire une conférence ou à aller débattre avec d'autres groupes identitaires, j'irai volontiers. Alors, est-ce que vous attendiez à cette réaction, quand même, qui a été sur les réseaux sociaux assez importante? J'ai lu des choses désagréables. Oui, bien sûr, mais aussi cet acte de passer par l'écrit, à mon avis, c'était fondamental, parce qu'aujourd'hui, comme vous avez bien raison de le dire, les controverses restent dans le domaine numérique, ou en tout cas de l'écrit, par exemple sur Twitter. Twitter, c'est un média que j'aime beaucoup, dont je me sers. Je vois ça, oui. Mais disons qu'il faut aussi passer, et cette tradition de l'écrit, par article interposé ou par livre interposé, c'est une tradition profondément européenne et française. Là, justement, j'avais fait un article, j'avais dirigé même un dossier pour Éléments sur les youtubeurs dissidents. Et justement, j'avais répondu par un article aux gens qui m'avaient critiqué, notamment au sein d'Éléments, mais vous savez, les vieux lecteurs qui avaient dit oui, mais voilà, pourquoi passer... Vous aviez passé une cinquantaine, je crois, de personnes, donc il y avait quelques-unes qui sortaient vraiment du lot. C'est ça, exactement. Et le médium numérique, il est un médium tout à fait passionnant, et il faut absolument pas s'en passer. Il fera partie de notre futur. Mais par contre, moi, je suis encore attaché à une certaine forme de la controverse par l'écrit. Par l'écrit, on peut se poser un peu plus. À mon avis, les écrits restent plus. Et par exemple, disons que les personnes qui se focalisent et qui se cantonnent à faire que de la vidéo, on verra ce qu'il en restera.
Moi, j'ai laissé ma trace avec un écrit. Voilà, et hop. Mais il faut aussi... Convergence et plus, mais et feu sur la droite nationale. Plus sérieusement, le dernier point, vous avez fait un ouvrage sur Sorel. Bien sûr. C'est un ouvrage plus polémique, un peu plus pamphlétaire. Le troisième, c'est le pamphlet où on revient à l'étude. Eh ben, pour le coup, le troisième, je l'ai déjà quasiment fini. Non, ce sera un article, un livre de propositions. Quelles sont mes idées? Et notamment, j'essaye de dessiner un mythe mobilisateur pour ma jeunesse qui puisse prendre dans un spectre large justement cette notion d'identité et cette notion de souveraineté. Et donc ce sera l'objet de mon troisième livre qui est vraiment un appel à un mythe mobilisateur politique pour essayer de transformer l'essai, pour essayer de transformer ce réveil identitaire qu'il y a au sein de ma génération. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de fondamental dans ma génération, c'est qu'on n'a pas envie de perdre, on a envie de gagner, on a envie que nos enfants vivent dans un pays, dans une nation qui soit une nation où ils soient en sécurité. Et justement, je pense que c'est vraiment la chose qui nous permettra, en tout cas je l'espère, de nous consolider et vraiment de faire changer les choses. Parce que cet État français, ce système anti-français, anti-blanc et anti-européen, évidemment que nous voulons l'abattre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Rodolphe Carte. Feu sur la droite nationale, c'est en vente sur le site de TVL, à la boutique TVL. Et pour vous retrouver, on vous retrouvera en 2024, je pense, dans un autre studio de TVL, en compagnie de François Bousquet, Olivier François, Patrick Luzinski, Christophe et Pascal et beaucoup d'autres pour l'émission Le Plus d'éléments et l'émission cette année-là qui est aussi réalisée par la même équipe. Merci à vous, bonne fête de fin d'année. Merci à vous.